Rebonjour à tous. Après cette journée riche de débats passionnants, intenses, parfois décoiffants, je suis sûre que vous avez mille et une questions à poser à nos deux parrains, Robert Guédiguian et Philippe Pujol. Et je voulais... donc vous allez pouvoir prendre la parole, rebondir si vous voulez sur les débats sur le numérique, sur la diversité. Moi, peut-être pour lancer cette conversation, parce que c'est vraiment votre moment, mais avant de vous passer la parole, qu'est-ce que vous retenez tous les deux de cette journée, de ces deux débats, celui de ce matin et de celui sur la diversité cet après-midi? Allez, je commence. Ce que je retiens déjà, c'était plutôt une salle comble déjà, et plutôt du monde. C'est pas toujours gagné. On peut toujours regretter qu'on est entre nous, que ce sont toujours les mêmes personnes, mais je peux vous assurer, c'est déjà pas mal d'avoir une salle comble, alors qu'il fait beau, alors que voilà, vous allez écouter des gens pendant 6 heures d'affilée. On n'est pas en train de se regarder un épisode de Star Wars. Là, c'est pas gagné d'avance, quoi. Donc, c'est écouter des gens, qu'il y ait autant de monde qui reste aussi longtemps. Moi, je trouve que c'est bien. Après, il y avait beaucoup de jeunes quand même dans la salle. Oui. Ça aussi, c'est pas gagné. Alors, ok, il n'y avait pas des gens des quartiers populaires. Non, c'est pas un format qui va faire venir les gens des quartiers populaires. Faut pas se raconter d'histoire, c'est normal. Et de toute façon, il existe d'autres formats. Et tout à l'heure, on en parlait au MUSEM, ils le font avec le MARS, hein, sur par rapport au hip-hop marseillais. Il existe d'autres formats où on fait venir ces gens et on essaie de les croiser. On a parlé de thèmes comme l'entre-soi, le numérique. Il y a énormément d'autres choses, mais peut-être ce qu'on a oublié de faire, c'est de bien définir la culture. Je pense que personne ici n'a la même définition de la culture. Moi, j'ai une vision de la culture extrêmement large. On est resté sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'art. Et pour moi, l'aspect artistique est un des outils de la culture, mais ça n'est pas la culture à part entière. Et quand on parle de l'OM, c'est une forme de culture. La culture des supporters est une culture, puisqu'on a des supporters marseillais qui, historiquement, étaient des supporters qui étaient leur emblème, c'est Che Guevara, hein, et avec une certaine revendication militante. Alors une revendication dite ultra, où ils veulent avoir une liberté dans les virages, mais quand on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'il y a une culture à part entière, et vous voyez, tout de suite on en rigole. C'est-à-dire, on est là, ah ouais, l'OM. Mais non, l'OM c'est une culture, et justement, s'il y avait eu peut-être, je fais absolument pas de reproche en disant ça, mais si par exemple on fait un atelier culture populaire et football et culture, je sais pas moi, de ce type, on aura là peut-être, où on fait venir quelques clubs de supporters avec des gens cérébrés, il y en a plein, on aura un public différent. C'est à partir du moment où déjà on restreint le champ culturel, en effet on a un public qui va dans cette restriction. Et ce n'est absolument pas un reproche, c'est un réflexe normal finalement quand on parle culture, de parler art et de parler en plus beaux-arts. C'est-à-dire que... alors maintenant, le hip-hop est rentré là-dedans. Maintenant, c'est bon, le hip-hop. D'ailleurs, le hip-hop est tellement rentré dans l'art mainstream que maintenant, les quartiers, ils n'en font plus. Parce que c'est pour les blancs, le hip-hop. C'est plus pour eux. Ils font plus du hip-hop, ils font d'autres trucs. C'est les punks d'avant. Les punks, maintenant, il y a des défilés de mode avec des gens qui sont habillés en punk. On ne va plus s'habiller en punk. On a d'autres manières de provoquer. La culture, c'est un combat aussi, c'est un combat perpétuel, pas toujours conscient d'ailleurs, et pour aller sur des sujets polémiques, quand dans les quartiers populaires, on a de plus en plus de jeunes qui ont la djellaba. Moi, je les appelle les djellaba baskets, c'est-à-dire ils ont les baskets, la tenue entière du jeune de cité de base, avec le survêt de Barcelone, du Real de Madrid, et par-dessus une djellaba, et puis un joint à la main et une bière. Et il n'y a pas de cohérence en soi. Et en fait, il n'y a pas d'islam là-dedans. C'est juste les nouveaux punks. Ils veulent qu'on les regarde de traviole, et ils se mettent comme ça. Et la culture est celle-là. Et un jour, ça sera tellement rentré qu'ils passeront à autre chose, etc. Donc, voilà, pour faire simple, on a peut-être manqué de définition de la culture, mais après, sur ce qu'on a abordé, je pense que on a montré déjà qu'il y a des motivations et des envies, c'est déjà beaucoup. Oui, moi, je suis d'accord avec toi, bien sûr, sur ces aspects effectivement de la culture qui se fabriquent, qui s'inventent chez les opprimés, en fait, depuis toujours, bien sûr. Hein, ils ont toujours su résister, pardon. Et souvent d'ailleurs, à travers des formes musicales, hein, parce que c'est vrai du rock aussi, c'est vrai évidemment, c'est vrai du blues, c'est vrai de beaucoup de formes musicales que les peuples, en fait, en général, ont inventées pour
pour se raconter le monde à eux-mêmes, puisque effectivement la culture, c'est peut-être d'abord se raconter le monde à soi-même, quoi, pour prouver qu'on y est au monde, qu'on est au monde, qu'on existe. Et ceci dit, cela n'empêche que j'ai trouvé qu'il fallait parler aussi un petit peu plus de ce qui est universel, c'est-à-dire dans toute la culture de l'humanité, depuis que l'humanité existe, il y a des œuvres qui effectivement ont acquis statut d'immense qualité, voilà, reconnues effectivement de manière tout à fait universelle. Et ça, moi, je voudrais pas, je fais toujours attention à ce que l'attrait qu'on peut avoir et ce que j'appelais l'entre-soi de résistance, en fait, je veux dire, dans toutes les populations, effectivement, défavorisées, je ne sais pas quel mot utiliser, les pauvres gens, comme disait Victor Hugo, enfin, je ne sais pas quoi dire, puisqu'on ne dit plus classe, ou couche défavorisée, ou classe ouvrière, évidemment. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui ne travaillent plus ou pas depuis longtemps, ou qui travaillent de manière très précaire. Je crois qu'il ne faut pas non plus penser qu'il faut cesser de faire en sorte qu'ils connaissent Shakespeare ou je sais pas, ou Tchekhov, ou Brecht, ou Mozart, ou Rimbaud, ou tout. Voilà, évidemment, on peut citer des centaines de noms comme ça. Alors là, je reviens effectivement sur des choses qui appartiennent évidemment à l'art, quoi, mais à un art qui souvent nous aide à vivre, nous console, enfin, nous encourage d'ailleurs à nous battre, à nous poser des questions sur le monde, à le comprendre. Donc je crois qu'il faut continuer cet effort, sinon à quoi bon? Je crois qu'il faut continuer à enseigner, et je pense que tous nos discours sur la culture, sur Internet, sur l'entre-toi, etc., tout ça, sont quand même très liés à la découverte, à des relais possibles pour effectivement faire ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le seul relais, c'est l'éducation nationale. Voilà, moi, je pense qu'il faut insister là-dessus d'une manière excessive, puisque les grands relais qu'il y avait dans d'autres générations, je sais que dans ma génération, des relais comme des syndicats ou des partis avaient une activité comme ça extrêmement importante. Je veux dire, tout le théâtre des années 70 naît en banlieue parisienne. Je veux dire, Chéreau, Vitesse, je sais pas, tous ces gens-là sont financés par le Parti communiste français, pour être clair. Et bon, évidemment, ce que je disais tout à l'heure sur le comité d'entreprise, Villard, en fait, toute cette histoire-là, je veux dire, après la Libération, d'ailleurs, tout cet héritage des quelques années qui ont suivi la Libération, je crois qu'il faut continuer à considérer qu'il était juste et beau et qu'il faut continuer à se battre pour ça. Aujourd'hui, donc, les relais dont je viens de parler ont disparu. Peu importe de savoir pourquoi, c'est notre débat, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup, il me semble bien que le seul relais aujourd'hui possible, le seul, c'est l'éducation nationale. Et dès le plus jeune âge, en fait. Quoi, voilà. Moi, donc, je voulais insister là-dessus, après les deux débats auxquels j'ai assisté aujourd'hui. Alors justement, l'éducation nationale, je crois qu'on a des lycéens avec nous. Je ne vois pas très bien. Et qui ont préparé plein de questions. C'est le lycée Charles Péguy, c'est ça? Voilà. On va commencer avec vous. C'est hyper fort de ce lycée. On m'a dit. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question. Ce serait pour savoir si l'entre-soi s'est aggravé ou bien atténué au cours de ce siècle. Et si cet entre-soi s'est aggravé, j'aimerais savoir les raisons. Qui commence? Vous savez, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on appelle l'entre-soi. L'entre-soi, c'est pas. Tout à l'heure, Philippe a parlé de l'entre-soi dans une corporation. C'est vrai que des fois, on parle entre cinéastes, parfois, on parle entre journalistes. C'est pas de je crois que c'est pas de cet entre-soi-là dont il était question. On parlait de l'entre-soi de la bourgeoisie, en fait, qui, au fond, qui depuis toujours, en fait, ne fait pas d'effort, dénie au peuple l'accès à la connaissance. Il faut quand même être clair, quoi. Voilà. Ça a commencé avec l'école, d'ailleurs, qui effectivement c'était pas une évidence, hein, je veux dire, d'envoyer des enfants à l'école, comme vous le savez, mais c'était au XIXe siècle. Donc les choses ont bien changé depuis, mais quoique, comme je viens de le dire, la question se pose différemment. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde peut et doit y aller, mais qui y va et comment et dans quelles conditions, ça c'est une autre question, qui est tout aussi grave. Donc moi, l'entre-soi dont je parlais ou dont je voulais parler dans le débat précédent, c'était cet entre-soi-là qui se fout pas mal des autres qui sont bien obligés de se fabriquer, comme là aussi on vient de le dire, une espèce
pas une espèce, une culture à eux. Parce que la culture que j'appelais tout à l'heure universelle ne leur est ni proposée, ni enseignée, enfin, il n'y a pas d'accès. Et ça, je crois que ça s'est plutôt, donc pour ma part, je pense que ça s'est plutôt aggravé parce que justement les relais qui s'occupaient de ça ont disparu. Et les relais, c'était des forces politiques de gauche, en fait, voilà, ou des syndicats de gauche, des syndicats de classe, comme on disait à cette époque-là, c'est du vieux vocabulaire. Ces syndicats et ces partis, je veux dire, s'occupaient aussi, faisaient en sorte que le peuple, je dirais éventuellement, s'approprie des armes du langage, des armes effectivement de la culture pour comprendre le monde et pour éventuellement le transformer, le monde. Bon, tout ça a bien bougé, donc j'aurais plutôt tendance à le déplorer, tout en n'étant pas nostalgique de cette époque-là, qui n'était pas une époque non plus bénie, qui était une époque où il se passait des choses aussi terribles, etc. Voilà. Donc je crois c'est pour ça que j'insiste sur l'éducation. Je pense qu'effectivement il faut continuer à entretenir cette flamme-là, c'est-à-dire cette envie cette idée que la connaissance est transformatrice, en fait, peut permettre des transformations, peut permettre non seulement de vivre ensemble et faire ensemble, comme tout le monde dit, ces expressions un peu galvaudées, mais permet éventuellement de transformer le monde, de le changer, de l'améliorer, de changer tant soit peu. Philippe ? Et après, il y a les réseaux sociaux au milieu de tout ça et le fait que notre société soit devenue quasi exclusivement une société de consommation. Ce qui fait qu'on se dirige vers des consommateurs de culture. Et donc, on a créé des groupes. Les réseaux sociaux amplifient ça. Et donc, par exemple, vous remarquerez, il n'y a plus de grands tubes de l'été comme avant. C'est pour ça qu'il y a cette nostalgie des années 80, ou même des gens qui étaient même pas nés dans les années 80 vont nous chanter des titres absolument nuls des années 80, mais on a une grosse nostalgie pour ça, on les connaît tous et on peut tous les chanter. Et ces titres-là avaient démontré, je ne sais pas s'ils créaient du lien, mais démontré qu'il y avait du lien. C'est pas eux qui créaient quoi que ce soit, Désirless n'y est pour rien, mais c'était la preuve d'un lien en tout cas d'une culture partagée. Et selon moi, c'est la société de consommation qui a fait ça. Et regardez les tubes aujourd'hui musicaux, la musique c'est ce qui se voit le mieux. Vous allez avoir du R&B d'un côté qui s'est lui aussi détérioré grandement, et avec son tube R&B, le tube un peu de slam, parce qu'il n'y a plus trop de rap, mais il y a des slammers, et il va y avoir un tube un peu rock, mais il ne va pas y avoir quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est terminé. Ça, c'est uniquement la société de consommation pour moi, c'est rien d'autre. Et puis ces musiques ne sont pas faites pour autre chose que pour faire rentrer du pognon. Donc ça veut dire mal fait, vite fait, mal enregistré. En plus, le paradoxe aussi d'Internet, c'est qu'on a habitué les gens à des choses de très mauvaise qualité. Regardez les images, les vidéos qui passent sont plus mauvaises que du VHS dans la qualité, puisque c'est compressé 15 fois, en tout petit, ça saute sans arrêt. Mais on s'y est fait, on prend l'habitude à ça, comme on prend l'habitude à mal manger quand on va sans arrêt au McDo. Eh bien, pareil pour le son, le MP3, et ce qu'il y a eu de pire, c'est-à-dire qu'on en vient à regretter le vinyle. Maintenant, il y a un grand retour du vinyle, et je suis le premier à me dire que le vinyle, c'est ce qui a le meilleur son. Mais on a cette détérioration de la qualité des choses liées à la société de consommation et à des économies, qui fait que derrière, on a créé des groupes qui sont... Il n'y a rien de plus facile que de manipuler des groupes. Les politiques font ça. Eh bien, les grandes majors du disque font ça. Dans le cinéma, on fait ça. Regardez, il n'y a plus de grandes comédies aujourd'hui du cinéma. Il n'y a plus de comédies qui mettent tout le monde d'accord. Quand il y en a une, elle nous saute au visage. Mais des Rabbi Jacob, il n'y en a plus. Tous les films qui étaient comme ça. Et pareil, il n'y a plus de très grands cinémas populaires quasiment. Les films de Enrico, les Aventuriers, les Grandes Gueules, tous ces films-là, c'est des films qui aujourd'hui marcheraient plus. Aujourd'hui, il faut des trucs hyper caricaturaux où arrêt d'essai est très difficile de se mettre au milieu, pas parce que les cinéastes ne sont pas capables de le faire, parce qu'il est très difficile d'obtenir des financements. Soit on est d'un côté, soit on est de l'autre, mais au milieu, on n'a pas de financement. Et donc, c'est vraiment des raisons marchandes qui ont créé ces groupes-là. Voilà, pour moi, c'est ça. Oui, pour rebondir sur la question de cette jeune fille, j'avais envie de vous demander, vous avez défini la désaffection du politique, en gros, et notamment de la possibilité du vivre ensemble à l'intérieur de la militance, etc. Vous avez défini les forces de la société de consommation qui écrase un petit peu cette culture. J'ai envie de vous demander quelles sont les forces de la culture, combien de divisions, au fond, la culture, pour résister à cette désaffection et à ce rouleau compresseur. Oui, je réfléchis.
Mais non, mais si vous voulez, les bonnes volontés existent. C'est-à-dire, je crois qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là ce soir font tous des efforts. Donc le musée, le théâtre, le cinéma, etc. Tout le monde fait des efforts, mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Quoi. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Enfin, je ne sais pas, mais par exemple, je crois que ce que vient de dire Philippe sur le cinéma populaire, je pense qu'effectivement, toute personne qui écrit aujourd'hui ou qui, et là je vais dire des gros mots, ou qui fait du cinéma, etc., tout ça, doit essayer quand même de penser une seconde à ça, quoi. Doit essayer de penser une seconde à pouvoir être lu et reçu. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une influence inconsciente aussi, l'histoire des groupes dont on vient de parler. Il y a une espèce de là aussi, l'entre-soi, c'est notre entre-soi. L'entre-soi entre cinéastes, dit, appelez-les comme vous voulez, hein, auteurs, arrêt essai, je sais pas quoi, indépendants, la manière dont effectivement entre eux, on travaille comme ça, avec une certaine critique, etc. Tout ça, ces films qui tournent et qui font 50 000 entrées, 60, etc. Bon, voilà, qui vont dans tel festival, qui vont... Il faut quand même se poser la question d'être lui, qui parfois ont des prétentions, qui parfois disent je fais du cinéma politique, je prétends à faire du cinéma d'intervention ou du cinéma qui parle du monde d'aujourd'hui et qui, de fait, je veux dire, dans sa forme même, quand on le regarde, on sait très très bien que ça ne peut pas toucher plus de 50, allez, 100 000. 100 000, c'est un succès énorme quoi, pour un certain cinéma. Hein. Donc je veux dire que là, c'est pour ça que je dis un gros mot, parce que j'ai l'impression là de toucher à la sacro-sainte liberté absolue de l'auteur, de l'artiste, du cinéaste, de l'homme de théâtre, etc. Ce qui m'agace, moi, un peu prodigieusement. Hein, je dois dire, des moments, quand des moments, effectivement, sont graves, quoi, hein, donc vous avez dit rouleau compresseur. Face à un rouleau compresseur, il faut peut-être quand même mettre de côté parfois la grandeur de son art, je veux dire, effectivement, et faire quelques petites concessions pour que les gens comprennent ce qu'on leur dit, quoi, hein, ce qu'on leur raconte, etc. Ça, c'est dans les récits même, en fait. Que les cinéastes doivent quand même s'apercevoir de ça, les hommes de théâtre aussi, je veux dire, tous, soit les chorégraphes, en fait, tout, je veux dire, tous les... Et il y a des tentatives, d'ailleurs, il y a des réussites hein, de ce point de vue, bien sûr. Mais là où on voit que les créateurs eux-mêmes ont fait un effort supplémentaire, ont fait un effort pour aller chercher du public. Blushkin, d'ailleurs, qui, je crois, va faire... Enfin, je crois pas, je suis sûr, qui s'occupe qui parraine la rencontre à Paris, a toujours eu un rapport comme ça avec son cahier des charges. Elle a toujours refusé d'être au Centre dramatique national et, pour ne pas avoir le cahier des charges. Et à la fois, quand à un moment donné, si elle a fait quelque chose de très pointu, d'un peu moins public, etc., tout ça, elle fait le Tartuffe, parce qu'elle sait qu'avec le Tartuffe, il y aura des scolaires, il y aura machin, elle va reconquérir du public. Ce jeu d'un créateur avec le public, pour en garder du public toujours, j'allais presque dire, pour entretenir son public, pour qu'il continue à le suivre dans tout ce qu'il fait, y compris donc, quand il fait des choses très pointues, il faut qu'il fasse des choses peut-être un peu moins pointues pour que le public reste fidèle effectivement à cet auteur-là. Donc c'est ça, je veux dire, alors c'est vrai, je parle des créateurs, mais c'est vrai des programmateurs, c'est vrai des diffuseurs, c'est vrai des exploitants de salles, c'est vrai des expositions dans un musée. Hein. On peut très bien effectivement faire des efforts pour faire... on peut faire effectivement peut-être une grande exposition au Muséum sur l'OM. Warum nicht? Ah, voilà. Pourquoi pas hein? Non, tu vois, c'est ça. Je dis les efforts sont tels maintenant, tellement à une absence de relais qu'il faut que nous tous qui étions là tout à l'heure, je crois, on fasse des efforts supplémentaires. Quoi. Enfin, dans ce sens-là déjà. Quoi. Philippe. Puis là où il faut se rassurer, c'est qu'à travers l'histoire, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des périodes sombres d'obscurantisme, de censure, il y a un art qui naît de là, ou en tout cas un genre qui naît à travers l'histoire. On a vu ça, même l'histoire récente. Et là, on est dans une période de censure, mais de censure par la masse. C'est-à-dire on ne coupe pas aujourd'hui, on submerge. Et la nouvelle censure, c'est par la désinformation, par trop d'informations, on apprend des scandales presque quotidiennement, ce qui fait qu'on s'habitue et que ce qui, à une certaine époque, aurait vraiment créé des réactions, aujourd'hui, on l'encaisse. Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit durable, ça aussi. Je pense qu'à un moment, les artistes, et d'une manière plus générale, la création
Et donc les gens qui consomment même ça vont avoir, il peut se créer un mouvement à partir de ça, et je pense que c'est déjà le cas, qu'il y a des mouvements qui se créent, qui pour le moment restent un peu confidentiels, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, pourquoi ça va se cristalliser à un moment ou pas. Pourquoi les mouvements hip-hop ont émergé. Je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps. Je ne pense pas que ce soit sorti d'un coup. Je pense que quand ça sort avec Public Enemy, je pense qu'en fait, on a déjà bien avant des choses qui... Il y a peut-être aujourd'hui des prémices qu'on ne voit pas de ce qui va avoir lieu bientôt. En tout cas, je trouve, moi, dans les milieux populaires, dans les quartiers populaires, que le terreau culturel a vraiment diminué ces dernières années, mais considérablement, quelque chose d'effrayant. Par contre, la motivation et l'envie d'être créatif est plus que jamais présente. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ne se posent pas de questions de carrière, puisqu'ils pensent qu'ils n'en auront pas. Donc, il y a un bon côté à ça, c'est que puisqu'ils se posent peu de questions, ils font. Ils sont actifs. Alors, ils font des conneries, et ils font aussi des trucs bien. Et des fois, ils font les deux d'ailleurs. Ils font des conneries et des trucs bien. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut réussir à mettre en avant. Il faut réussir à repérer ces gens. Il faut réussir à leur donner la petite formation de plus. En effet, quelque chose sur la culture générale. Parce que la culture générale, je peux vous assurer, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, on va pouvoir activer des leviers qui sont déjà en place, mais voilà, qui ne sont pas activés aujourd'hui. Et puis après, il y a aussi la question du politique. Ça, à Marseille, c'est caricatural, mais c'est pareil partout. Mais Marseille, c'est une allégorie de ça. C'est-à-dire que le politique ici met tout en œuvre pour faire semblant d'aider la culture, mais il fait ça avec d'autres trucs. Mais en fait, en essayant de faire que ça ne marche pas. Et la méthode est très simple, c'est le saupoudrage. On démultiplie plein d'initiatives qui ont l'air sympas. C'est-à-dire la danse du ventre d'un côté, les Comoriens à qui on va faire justement du coupé-décalé et rien d'autre, je sais pas, des diffusions de films dans un coin. Enfin, et on saupoudre énormément, donc on dépense beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'efficacité parce que tout ça ne sert grosso modo à rien. Et par contre, moi, je trouve qu'on est dans du soin palliatif. On est dans du palliatif par rapport au manque qu'on s'est cité. Alors là, on parle du manque culturel, mais je pourrais parler d'autres trucs. Et on est dans du palliatif. Et donc, aujourd'hui, il faut trouver des moyens de contourner le politique. Ce qui est quand même farfelu pour un type qui sort d'un journal communiste comme moi de dire ça. Mais aujourd'hui, la solution, elle va par le privé et plus par le politique. Et c'est un vrai souci de dire ça. Moi, ça me terrorise de dire ça. Mais en fait, aujourd'hui, il faut réussir à contourner. Je pense, moi, que depuis que j'ai sorti mon bouquin, j'ai l'impression que je vais être candidat à la mairie de Marseille tellement on me le demande, et ce ne sera pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui veulent qu'on aille vers une évolution là-dessus. La société civile n'a jamais été, enfin, récemment, la société civile n'a jamais été autant présente, et y compris sur les questions culturelles, parce que ces gens-là savent très bien que les questions culturelles sont le nerf de la guerre. C'est... pourquoi on va travailler, pourquoi on gagne 3 sous, pourquoi ni plus ni moins que pour pouvoir faire quelque chose de culturel, y compris n'importe quel type, y compris un supporter de l'OM finalement qui va aller, puisqu'on est sur cette thématique, qui va aller regarder son match le samedi, et c'est sa consommation culturelle. Donc en fait, il n'y a rien de plus important que le culturel. D'accord. On va prendre une question dans la salle. Mademoiselle. Bonjour. Je m'appelle Sarah Choudard, je suis élève à Charles Péguy et je voulais savoir en fait, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de communication en France qui impacte directement sur l'entre-soi? Parce que je trouve qu'en France, on a une définition de la laïcité qui est de garder pour soi ce qu'on est en fait. Et c'est tout, c'est tout ce qui fait que l'entre-soi, aujourd'hui, il s'est intensifié et encore plus après les événements qui se sont passés en France. Et du coup, je voulais savoir votre avis par rapport à ça, par rapport à la laïcité, par rapport à tout ça. Moi, par rapport à cette question, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est que très récent. Moi, dans la fin des années 80, début 90, quand je devais avoir ton âge, c'était une époque où on ne se posait pas la question de savoir quelle était la religion de l'autre, et on en plaisantait, évidemment, ça c'est normal, c'est plutôt sain. Quand on plaisante des choses, ça veut dire qu'on a un regard bienveillant. On en plaisantait, des fois lourdement d'ailleurs, ça peut être très lourd. Par contre, on ne se représentait pas en tant que venu d'Algérie, venu de Corse, venu d'où que ce soit. On n'était pas là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est très, très récent.
Et quand je dis récent, c'est que ça a 5-6 ans, pas beaucoup plus. Avec C'est lié d'Internet, justement. Parce que je trouve que Internet, ça a amené c'est un outil qu'on pourrait plus utiliser pour faire le lien, en fait. Donner la parole plus à des personnes qui ont, comme je pense à certains youtubeurs, qui disent leur avis par rapport à des faits, à l'actualité, en fait, en général, qui en parlent. Et on leur donne pas assez la parole, je trouve, parce que il y a des personnes qui ne sont pas du tout sur Internet de nos jours. Et ça existe. Et dans la salle, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui s'intéresse aux personnes dont je parle. Et c'est dommage parce que ça pourrait ajouter une vision différente, en fait, au sujet comme l'entre-soi, comme toutes ces choses-là. Et apporter peut-être une idée en plus à la politique et faire avancer, en fait, le pays et pas le faire retourner en arrière. Parce que c'est un peu l'idée qu'on en a. Enfin, moi, personnellement, en tant que jeune, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Et c'est pas... Avant, c'était les partis politiques et les syndicats qui faisaient ce que font les youtubeurs aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est une bonne chose, je suis pas certain, moi. Robert, sur la laïcité. Bon, la laïcité, c'est une idée très... moi, j'ai grandi dans cette idée. Voilà, c'est la séparation du religieux et du politique. Bon, effectivement, et c'est une idée à laquelle je tiens. Après, effectivement, que ce soit quelque chose qui doit... Je crois que tout le monde devrait y tenir, puisque c'est effectivement le respect et la garantie de la liberté de chacun, hein, je veux dire, en termes... Donc je crois qu'il faut continuer à convaincre là-dessus. Alors je ne vais pas redire ce que disait un petit peu le philosophe tout à l'heure, qui parlait de problématiser les choses correctement, argumenter. Voilà, c'est-à-dire, je trouve qu'il y a énormément de crispation sur cette question-là qui pourrait se résoudre avec un peu effectivement, avec un peu d'éthique de la conversation, hein, comme disait effectivement aussi le philosophe tout à l'heure. Voilà. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut être patient sur cette question-là, mais évidemment, je suis très favorable à l'idée même de la laïcité. Après, je ne dis pas molle, dur, ça, je m'en fous. Ça, j'en ai un peu assez de tous les discours. Après, c'est vrai que je pense que la laïcité doit s'adapter à un certain nombre de choses et d'évolutions. Au monde change, il faut que la laïcité change. Hein, je veux dire, par exemple, que les lieux de culte, par exemple, soient en France, parce que nous sommes un pays anciennement, effectivement, bon, à prédominance catholique. Donc, vous savez que les églises sont entretenues par les collectivités locales. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, si effectivement il y a une religion qui prend une importance plus grande, il faut aussi permettre, donc, ou participer au financement des lieux de culte. Voilà une question, par exemple, qui fait débat depuis 2-3 ans, sur laquelle moi j'ai une opposition qui n'est pas dure. Voilà, je serais plutôt favorable au financement de lieux de culte musulmans aujourd'hui. Voilà. Bon. Après, donc tout ça, c'est des débats, des adaptations, mais c'est des débats qui, je ne vois pas pourquoi ils sont à couteau tiré, ces débats-là. On peut parler tout à fait tranquillement de ça, je dis en posant bien les questions et en argumentant de manière correcte. Philippe, vous voulez rajouter mais c'est pas Internet qui va régler, voilà, et cette chose-là non plus. Et puis la laïcité, c'est pas le fait de garder pour soi sa religion ou sa croyance. Au contraire, la laïcité, c'est la connaissance de la croyance de l'autre. Moi, je suis d'un athéisme primaire et je connais quand même assez mieux, enfin pas trop mal, ce que peut être l'islam, ce que peut être le catholicisme ou les juifs, parce que ça m'intéresse d'un point de vue historique, d'un point de vue presque sociologique, quoi. Littéraire. Plus littéraire. Puis voilà, il y a plein de, le cinéma, la littérature peut aider à ça. Et la laïcité, pour moi, c'est ça. C'est plutôt qu'un repli sur soi, c'est plutôt une ouverture, au contraire. Mais la loi est comme ça. Hein. La loi, il faut faire attention. La loi dit ça. Après, je suis aussi favorable au financement clair du lieu de culte, parce qu'aujourd'hui, les lieux de culte sont financés comme ça, via des associations, pour du clientélisme. Donc c'est déjà aujourd'hui, autant qu'on le rende clair et lisible. Une autre question. Alors, toujours le lycée Charles Péguy, cette fois-ci c'est le directeur. Donc, juste simplement poser une question par rapport en fait, aux États généraux, puisqu'on est en train de conclure, et de savoir qu'à la fin de tout ça, il y aura un texte adressé aux futurs candidats. Un livre blanc qui sera porté chez Audrey Azoulay, d'abord, qui est notre ministre de la Culture, et ensuite il sera adressé à tous les candidats voilà. À la présidentielle. Ouais. Or, je pense qu'objectivement, on peut avoir une idée des programmes culturels, entre guillemets, de chaque candidat potentiel
qu'ils soient aujourd'hui plutôt dans le cadre des primaires de droite ou plus tard dans le cadre des primaires de gauche, ou ceux qui vont s'y présenter directement. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux différentes politiques qui ont été menées en matière culturelle dans l'histoire. Il est clair que des régimes autoritaires ont eu des politiques culturelles autoritaires, une culture d'État, qui a eu pour effet en général de raser toute initiative et toute possibilité de s'exprimer. Dans le cadre actuel, quand nous allons écrire, donc, après ces entretiens, aux futurs candidats, quelle attente va sortir de ces différentes réunions qui auront été tenues? Et finalement, pour dire quoi? Quelle culture nous voulons? Est-ce que c'est seulement de la finance? Est-ce que c'est de la liberté? Est-ce que c'est chacun fait comme il veut là où il est? Une régulation? Bref, la question qu'on peut se poser, effectivement, et qui fait suite à tous nos débats, c'est de dire, aujourd'hui, est-ce que la politique culturelle menée à gauche actuellement est satisfaisante? Est-ce que celle qui serait faite par des candidats de droite le serait davantage? Bref, quelles sont les attentes véritables pour que la culture aujourd'hui en France reprenne une place et un moteur, et effectivement, et je rejoins tous les propos tenus là-dessus, soit au cœur aussi du système éducatif. Robert? Oui, non, moi je crois que oui, je crois qu'il va apparaître des choses. C'est les rédacteurs de Télérama qui vont synthétiser en fait ce qu'on dit là et qui vont donc en tirer, je pense, des propositions, des idées, des conclusions. C'est pour ça, bon, à mon niveau là, j'essaie d'insister sur l'idée de l'éducation nationale, non, sur lier culture à éducation nationale. Lier aussi culture à transport. Ça, c'est Benedetto qui me l'a dit. Il m'a dit parle des transports. Surtout parle des transports, je suis emmerdé, il ne peut pas venir le soir, il n'y a pas de bus pour aller à l'Estac. Voilà. Alors, comme je suis un bon soldat, j'obéis. Voilà, hop. Voilà, les transports, l'éducation nationale. Et effectivement, je pense qu'elle a insisté sur la diffusion en fait, de la culture, c'est-à-dire la diffusion évidemment à travers tout le territoire, plus que la production d'ailleurs. Et là, je le dis comme un producteur de cinéma, etc. Tout ça, au fond, la production, on est en région, donc la production en région, tout ça il y en a de la bonne, de la mauvaise, etc., comme partout, mais c'est pas ça qui m'importe, en fait. C'est pas que ce soit produit ici. On est à 3 heures de Paris, on s'en fout. C'est-à-dire cette idée de centralisation, de décentralisation, m'intéresse beaucoup moins qu'avant, avec la rapidité des moyens de transport, et avec Internet, les choses ont changé quand même en 30 ans. Hein. Moi, quand je suis parti à Paris, je mettais 8 heures pour y aller. C'est vrai, c'est impensable aujourd'hui. 8 heures. Bon. Et le téléphone a coûté extrêmement cher entre Paris et Marseille. Voilà. Aujourd'hui, c'est gratos, on met 3 heures. Puis même, on peut rester par Skype et parler avec Paris. Donc, je crois que ce n'est pas sur la production qu'il faut insister, mais c'est sur la diffusion. Par contre, il n'y a pas de raison qu'effectivement, il n'y ait pas à Marseille tous les films qui sortent en France. Et en France, vous savez que la ville du monde où il y a le plus de films, effectivement, c'est Paris, beaucoup plus qu'à New York, quand je dirais par exemple, ou qu'à Moscou, bien sûr, ou que Londres, Berlin, ou tout ce que vous voulez. Et je ne vois pas pourquoi tous ces films-là ne sortent pas à Marseille. Donc il faut organiser ça. Je pense qu'il faut demander aux politiques de se débrouiller. C'est leur affaire. Si effectivement un cinéma d'auteur fait faillite, c'est leur affaire. L'Alhambra, d'ailleurs, est une salle municipale, comme vous le savez. Il faudrait que les politiques se préoccupent de ça. L'autre chose sur laquelle moi j'insisterai beaucoup, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est évidemment dans le cadre de la diffusion et de l'éducation, c'est la télévision qui reste quand même, je veux dire, malgré Internet, donc, je veux dire, qui reste quand même un support de diffusion immense, quoi, quand même très efficace. Donc, un service public de télévision qui aurait 10 fois plus d'exigences qu'aujourd'hui, ça me satisferait. Voilà, là, parce que là, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Je dis, espèce de chose en France aujourd'hui où, du moment qu'il y a Arte qui fait effectivement de la culture de haut niveau, je veux dire, la 2 et la 3 n'en font pas du tout, en disant vous allez qu'à aller voir Arte. Du coup, la 2 et la 3, qui sont quand même beaucoup plus regardées qu'Arte, ne sont pas... Enfin, moi, je ne suis pas content de ces deux chaînes-là. Voilà. Je pense qu'elles pourraient faire beaucoup plus, évidemment. Donc, alors, elles font déjà un petit peu plus. Non, là, elles le font. On recommence à avoir des Elles le font, mais c'est vrai que l'histoire de la publicité, après on a la télé comme irrite, hein, je veux dire, il faut insister sur des choses. En tout cas, je crois qu'il faut lier culture à télévision de service public, à éducation nationale et à moyens de transport. Voilà mes propositions. Oui.
C'est vrai qu'on va plus vite à Paris que chez William dans l'Alhambra. Non, j'exagère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas entre les heures de pointe. Non, je suis d'accord avec tout ça. Je ne vais pas ajouter grand-chose, sinon que la culture est la seule chose qui compte finalement, et je pense qu'il faut leur parler leur langage. C'est-à-dire que pour le moment, le monde politique a réussi à imposer l'idée que la politique, c'est l'économique. C'est la finance. On est souvent, enfin l'économique, et en plus, ils considèrent que l'économique est la finance. Donc en cascade, la politique serait la finance. C'est quelque chose qui nous a imposé, puisque le moment sérieux des débats, c'est le moment où on parle de ça, la dette, le ci, là. Dans ce cas-là, il faut leur parler leur langage. Je pense que la production culturelle et la diffusion et le fait que des gens consomment tout ça génère énormément d'argent, génère énormément d'emplois, etc. Donc déjà, ça, c'est peut-être un langage qu'ils vont entendre, qu'ils vont comprendre dans un premier temps. Je pense que le monde du cinéma apporte beaucoup. Je pense que le spectacle vivant, voilà, c'est pas un détail. Donc, il faut commencer à parler leur langue. Et ensuite, c'est vrai que l'éducation est un... Mais l'éducation, je pense que l'école suffit pas, puisque pour un élève, l'école est un lieu... voilà, c'est un mélange entre un lieu agréable et une prison. Ils ont cette double vision-là. L'élève, pour lui, quand il sort de l'école, il est content. Pas au lycée Charles Péguy. Non, mais les élèves sont contents de sortir de la... Et puis, je rappelle que le Conseil général est en train d'équiper tous les collèges de vidéosurveillance. C'est-à-dire que les gamins, ils n'auront même pas le droit d'aller faire des petites conneries dans les couloirs, comme j'ai pu en faire. Et qu'est-ce que c'était bien d'être con, quoi. Et d'un seul coup, ça va plus être légal. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont pas terribles. Il y a des collèges où on commence à mettre des caméras. Ça s'installe dès maintenant. Hein. On met des caméras, c'est-à-dire qu'on va regarder qui est avec qui ou à quel endroit. Ils pourront dire qu'ils le feront pas, mais le feront. Et ça, voilà, pour moi, c'est des vrais petits soucis qui fait que l'école, le lycée, le collège, ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi aller les chercher. À Marseille, dans les quartiers populaires. Il faut aussi aller là-bas et ce qui est primordial et ce qui est très dur, c'est de les faire venir, c'est de les faire sortir. Il y a un blocage psychologique qui n'est pas seulement lié au transport. Là, hein. C'est-à-dire que faire venir des gens des quartiers populaires au MUSEM, les faire venir sur le Vieux-Port, encore le Vieux-Port ça va, il y a Noailles à côté, mais aller au Prado, c'est compliqué. Je peux vous assurer qu'il y a un verrou psychologique qui est fort. Dans l'autre sens, oui, dans l'autre sens, c'est encore plus fort. C'est vrai que dans l'autre sens, c'est encore plus fort. Il y a peu de raisons d'aller dans les quartiers nord pour rester dans la caricature quartier nord. Il y a peu de raisons d'y aller, à part si tu y travailles, quoi. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il y a des très beaux coins, il y a des très belles choses à faire. C'est vrai que si on prend l'exemple américain, si on est à New York, quand on va à Harlem, il y a des concerts de jazz terribles à aller voir. Et pourtant, ces quartiers populaires, mauvaise réputation. Chez nous, il n'y a pas grand-chose à aller voir dans les quartiers nord, en théorie. C'est pas tout à fait vrai. Il y a l'Alhambra, il y a le Gyptis dans le 3e, il y a des lieux. Non, il y a des lieux. Il y a de temps en temps, oui, il y a le Merlan, bien sûr. Des fois, il y a des spectacles qui vont avoir lieu, mais vous savez très bien qu'au Merlan, c'est un public bien défini qui va au Merlan, qui est assez grand, tout ça, mais c'est souvent les mêmes personnes qui y vont. Alors, c'est un grand nombre de personnes, c'est bien. Mais et à l'Alhambra, c'est pareil, c'est un public donné. Et on aura gagné quand les gens du centre iront là-bas et que ceux de là-bas viendront ici. Après, ça, c'est une incantation. Hein. Je ne sais pas comment faire ça. Hein. Pour rebondir un petit peu sur cette question et sur vos propos, j'ai le sentiment que plus on avance en fait dans cette journée et plus on a le sentiment que finalement, en partant de la culture, on finit par avoir un discours extrêmement transversal dans lequel on se rend compte que les problèmes touchent en réalité aux problèmes de l'urbanisme, aux problèmes de l'éducation nationale et à d'autres problèmes. Est-ce que la question ne se poserait pas à un moment donné, et figurez-vous qu'on se l'est posé à Télérama, puisqu'en partant des états généreux et de cette interrogation-là, on a atterri finalement sur le numéro de la semaine prochaine, qui est un numéro qui appelle à une nouvelle société, en fait. Est-ce que finalement la question ne se poserait pas peut-être, plutôt que d'essayer de convaincre le politique qu'il y a des apports potentiels, économiques notamment par la culture, de définir au préalable un choix ferme de la nouvelle société dans laquelle nous aimerions vivre et dans laquelle le culturel, évidemment, serait présent aussi bien chez William Benedetto que dans les écoles dont vous parliez, etc. Et ensuite avancer à partir de ce projet, de ce socle d'idées communes, plutôt que d'essayer de poursuivre une expérience qui, on a vu la richesse de toutes les expériences qui étaient exprimées aujourd'hui, malgré tout,
n'empêche pas qu'après des années de tentatives, il reste un entre-soi, du racisme, la montée du Front National, les problèmes d'inégalité, etc., etc., etc. Comment est-ce qu'on passe à une étape qui soit une étape peut-être plus... je ne sais pas quoi. Oui, mais ça, je crois que nous tous, on est... D'abord, je suis d'accord, évidemment, mais ça fait de nombreuses années qu'on attend ça, hein, qu'on attend que quelqu'un propose une vision, voilà. On va dire ça, une vision, un projet de société. Mais est-ce que quelque c'est pas aux chose, citoyens maintenant, hein? Pardon ? Est-ce que c'est pas aux citoyens justement d'arrêter d'attendre Mais qu'ils je pense viennent que d'en haut? les citoyens le font dans la pratique parfois, hein, c'est-à-dire qu'en fait ils le font. C'est ce qui fait que la situation n'est pas tout à fait désespérée. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Enfin, voilà. Les gens le font tout seuls. Ce que je disais tout à l'heure un petit peu en préambule, là, ce matin en ouverture, il se passe des choses. Les gens n'attendent plus parfois que des politiques interviennent et ils font des choses entre eux. Voilà. Mais c'est vrai de certains instituteurs, c'est vrai de certains exploitants, c'est vrai de certains exploitants de cinéma, pardon. C'est vrai de certains libraires, c'est vrai de certains individus partout, quoi, qui font des choses, en fait, qui essaient d'inventer des formes d'action. Mais on est obligé de considérer, on ne peut pas pour autant abandonner ce qui se passe au niveau d'un pays, au niveau européen, au niveau, je veux dire, tout ça a quand même une influence aussi. On ne peut pas se contenter en fait, de ces initiatives-là. Elles sont importantes, mais il faut aussi qu'on arrive à retrouver un projet de société qui soit effectivement alternatif à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et pour l'instant, effectivement, il ne se manifeste pas de manière claire aucune part, quoi, je dirais. Et peut-être, moi je déplore complètement ce qui, évidemment, pour moi, le Parti socialiste est un parti absolument failli, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Enfin, il devrait effectivement changer de nom, comme disait Valls il y a quelques mois. Maintenant, il a changé d'idée. Hein, je veux dire, maintenant, il est redevenu socialiste depuis 3 jours. Mais enfin, il avait quand même dit ça. J'étais plutôt content, moi, qu'il dise ça, parce que je trouvais que c'était assez honnête, en fait, de dire bon, nous nous appelons plus socialistes. Voilà, je trouvais ça pas mal. Voilà. Effectivement, ça aurait libéré peut-être des espaces à leur gauche, quoi, voilà. Bon, parce qu'effectivement, à la gauche du Parti socialiste, il y a 18 propositions qui se querellent sur 5% d'ailleurs de leur programme, puisque leur programme est à 95% identique. C'est étrange, mais on en est là, voilà. Je peux que le déplorer, et je ne vois pas pourquoi, effectivement, sur des divergences, parce qu'ils existent, hein, ces projets de société. Enfin, ils pourraient se constituer, comment dire, il existe dans la recherche, il existe dans l'université, il existe au niveau des propositions que fait le tissu social. En fait, au fond, ce projet-là, il serait assez simple, en fait, je crois, moi, à définir. Et il existe même dans certaines propositions, à la gauche du Parti socialiste, donc, mais je ne sais toujours pas pourquoi cette gauche-là est tout à fait émiettée, quoi, hein. Moi, j'habite à Montreuil, j'habite plus à l'Estac, où je suis né. Et comme vous le savez, mais à Montreuil, j'ai vécu aux dernières municipales, le comble du comble. Il y a 7 candidats de gauche. De gauche, je sans compter le Parti socialiste, bien entendu, hein, puisque je vous ai bien dit, je ne considérais pas que c'était à gauche. Donc il y avait 7 candidats de gauche. C'est hallucinant. Voilà. Alors ça, je ne veux pas non plus trop développer là-dessus. Je suis d'accord qu'effectivement, ce qu'on atteint, c'est un projet de société qui évidemment inclurait d'ailleurs tout ce qu'on dit sur la culture. Et bon. En même temps, faute de mieux, il faut bien qu'on se... Faute de merde. Ouais. Contentons-nous de grive. Et voilà. Une autre question ? Oui, j'aurais 2 questions même. Une par rapport... Je suis ici. Ah, pardon, excusez-moi. Par rapport aux politiques, moi je suis d'accord avec ce que vous dites, mais enfin dans les politiques, il y a aussi des politiques qui se mènent dans la proximité, je vais dire. Et ces politiques de proximité, elles sont faites par les communes, et je parle des petites communes qui se battent en ce moment d'ailleurs pour leur existence. Et je crois que là, il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'il y a une volonté, souvent, quand il y a soit de la population, soit des politiques eux-mêmes, de créer les outils et de faire émerger aussi une culture. Bon, je vais donner l'exemple de la ville sur laquelle je suis. C'est à Septèmes-les-Vallons, petite commune à côté de Marseille de 11 000 habitants. On fait tous les 2 ans, par exemple, le festival de l'Auvers Littérature. C'est quelque chose d'assez original et qui va essayer d'aller de l'avant.
C'est mon beau-frère qui s'en occupe, hein, vous savez. Oui, enfin, avec nous quand même. Oui, c'est vrai que Gilles Ascaride est une pièce maîtresse là-dedans, mais avec nous. Et on lui a donné justement l'espace et le lieu pour pouvoir le faire. Ensuite, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est par rapport, ça rejoint un petit peu le débat de ce matin sur la société qui s'accélère par rapport au numérique, etc. Et il y a quelque chose qui maintenant est un petit peu banni, parce que ça va pas, justement, ça coupe, ça freine, c'est le droit à l'erreur. Or, on sait que aussi bien qu'en science qu'en culture, c'est souvent de l'erreur qu'est née des choses magnifiques, que sont nées des choses magnifiques. Donc, je crois que là aussi, il y a des choses à recréer et à avancer. Et puis, dans tout ça, quand même, parce que je crois qu'il faut arrêter de pleurer tout le temps. On est tout le temps en train de pleurer à l'heure actuelle. Mais on dit les jeunes, ils ne viennent pas. Les jeunes, ils ne sont pas là. Mais en même temps, comment voulez-vous qu'ils viennent ? On est tout le temps en train de leur dire « vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas cela, ça ne va pas, ça ne va pas ». En même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui avancent. Il y a des projets qui se font tant au niveau de la culture dont on parle aujourd'hui, mais aussi de la culture de la Terre pour défendre justement cette planète Terre. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi au niveau de l'environnement, etc. Et je crois que tout ça, il faut que nous aussi, tous, société civile, politique, créateurs, intellectuels, etc., tout le monde le porte et le met en avant, au lieu de toujours se plaindre. Philippe, vous voulez réagir ? Moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu autant d'initiatives que depuis ces dernières années. Dans tous les domaines, on parle de la culture, mais en effet, sur les questions d'environnement, de climat, il n'y a jamais eu autant d'initiatives que maintenant. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à cristalliser tout ça en une seule chose. On n'arrive pas à être dans une idéologie lisible. Et donc, en effet, ça donne une gauche complètement fragmentée, divisée, là où la droite, elle, a réussi, la droite dure, a réussi à imposer un souverainisme et à avoir quelque chose de lisible. Bon, c'est nous contre eux, c'est facile chez eux. Mais en tout cas, ils ont réussi à rendre lisible ça, ce qui fait que par le populisme, derrière, on arrive, par une propagande populiste, on arrive à faire passer son idéologie. Côté gauche, c'est plus complexe. Il y a des idées, il y en a partout. Sur le net, des vieux, des jeunes, il y a vraiment tout ce qu'il faut partout, tout est là déjà. Mais ça ne se cristallise pas, c'est compliqué. Et en effet, la proximité est importante, les petites associations, les petits dans le sens, la taille, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais ça n'a de cohérence que dans quelque chose de global. C'est-à-dire ce qui est fait dans un coin, même si c'est bon, c'est un coup dans l'eau si jamais ça n'est pas quelque chose de global, s'il n'y a pas quelque chose qui remonte. Par exemple, si on a des petites associations qui trouvent des jeunes qui sont dégourdis pour faire du cinéma, qui arrivent à faire des bons petits clips, des bons petits films, ben, s'il n'y a pas une structure vraiment générale de l'industrie du cinéma qui va aller jusqu'à chercher ces jeunes-là, ben, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Ça les fait juste rêver quelques années, ça les occupe, c'est déjà pas mal, mais on passe pas la vitesse qu'il faut passer. Donc c'est vraiment un truc général. Et là, c'est éminemment politique. On va prendre une autre question. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais juste soulever un tout petit problème. Dites-nous. C'est qu'on n'a pas parlé des bibliothèques. Et je trouve que c'est extrêmement important. Personnellement, ça fait 10 ans que j'habite Marseille et ça fait 10 ans que je fais du bénévolat avec la mission locale. Je fais beaucoup de publicité pour l'Alcazar et j'ai beaucoup de retours très positifs des jeunes que j'aide à la mission locale. Et je pense qu'il est important d'utiliser, plutôt que de se plaindre, comme le disait Madame, la technique du colibri. Si chaque vieux s'occupait quelquefois de jeunes et l'emmenait à la bibliothèque, je serais vraiment ravie. Robert, vous avez été un visiteur assidu des bibliothèques ? En fait, non, mais j'ai acheté des livres très vite. Ouais. En fait, donc...
Moi, si vous voulez, c'est des... Non, je sais pas. J'ai toujours aimé avoir des livres chez moi, sur moi. Et c'est vrai que mes parents m'ont toujours... j'ai toujours dépensé beaucoup d'argent pour m'acheter des livres. Fait beaucoup d'argent par rapport aux moyens qu'ils avaient. Donc j'ai eu des livres très tôt et en norme, en fait. Voilà, j'ai acheté tout ce que j'ai lu, je l'ai acheté quasiment. Et vous, Philippe ? Moi, à l'école et au collège, oui, parce que j'étais à côté de la bibliothèque, c'est tout bête. Donc j'étais à Saint-Charles, à côté de la bibliothèque qui était à Saint-Charles à l'époque. Et donc on y allait assez souvent, où j'étais au rayon BD pratiquement tout le temps. Et bien sûr que c'est important les bibliothèques, mais vous voyez comment elles sont maltraitées à Marseille, parce que l'Alcazar, c'est très bien. Mais alors les antennes, elles ferment toutes une à une. Et je ne vous parle pas des problèmes qu'il y a dans les services. C'est-à-dire que c'est un des taux d'absentéisme les plus forts dans l'administration marseillaise, parce qu'ils s'en foutent des bibliothèques. C'est pas là-dessus qu'ils ont leur électorat. Donc elles sont particulièrement maltraitées, sauf l'illusion de l'Alcazar, qui est vraiment une réussite, c'est chouette. Hein, mais c'est une illusion, puisque les gens qui sont en quartier, dans tous les quartiers, alors pas que Nord, hein, là vraiment, ont pratiquement plus d'antennes. Je crois qu'il en reste une à Bonneveine, peut-être une autre qui traîne quelque part. Mais où il n'y a plus de moyens, où les lieux sont vétustes. Donc oui, c'est maltraité. La bibliothèque est maltraitée à Marseille. Oui. Une autre question ? Oui, trois petits points. Où est-ce que vous êtes, pardon ? Ah, vous êtes là. Voilà, je suis d'une association qui s'appelle AFLAM, Diffusion des cinémas arabes, et nous allons avoir les rencontres internationales que nous organisons à partir du 30. Donc, on fait du cinéma arabe. Et le mot arabe à Marseille, c'est quand même un gros mot, quand même. Hein, c'est pas si simple. Les transports pour aller chez William, c'est pour venir au Mucem. Le soir, il n'y en a plus. Pour rejoindre le quai du port, c'est noir, il faut sa lampe électrique. Quoi, hein. Bon, on est au centre-ville quand même. Hein. Sur le plan des cinémas, en 15 ans, il y a 15 salles qui ont fermé. Hein, 15 ou 20 salles, écrans pardon, qui ont fermé. Hein. C'est monstrueux, je veux dire, c'est une catastrophe. Il y a un cinéma qui est en péril, le cinéma Les Variétés, qui appartient à la ville. La ville n'est pas un acteur extraordinaire sur le plan du cinéma, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Vous allez faire un document, je pense qu'il faut le donner aussi aux élus locaux. Alors vraiment, ils en ont besoin. Hein. Non, ils n'en ont pas besoin, ils sont au courant. La présidente du conseil général en a besoin sur la culture parce qu'elle sac de partout. Hein. À la ville, il y a besoin aussi de leur donner le document. Je ne sais pas si ça les fera réfléchir, mais enfin, parce que ça fait quand même longtemps que le problème est posé. Hein, nous, pour ce qui nous concerne, on nous a dit qu'il faut chercher des financements privés. On s'est adressé à toutes les entreprises qui s'étaient regroupées auprès de la Chambre de commerce pour que la capitale culturelle soit importante. On s'est adressé par écrit, par téléphone et tout. Pas un n'a souhaité nous donner un copec, quoi. Pas un. Voilà. Hein, je veux dire, l'accès au privé... c'est pour financer le festival d'Aix ou quoi, je veux dire, des choses extrêmement prestigieuses, ça retient l'attention, mais pour les structures associatives locales, à Marseille, qui sont très très nombreuses, hein, et à Marseille, si le cinéma est vie, c'est grâce aux associations, hein, au cinéma espagnol, cinéma israélien, le cinéma femmes, enfin bon, beaucoup de structures qui se défoncent là-dessus, quoi. Hein, voilà. Donnez votre document bien relié avec un chèque ou quoi. Un chèque, non, c'est un pas petit chèque symbolique pour que ça leur fasse penser à l'argent finalement. Quoi. Voilà. Je vous voyais réagir tous les deux par rapport à la fermeture des salles. Oui, les salles de cinéma. Non, mais je veux dire, en général, c'est vrai que par rapport à l'initiative même, c'est vrai que je crois que c'est bien de donner aussi un document de ce type aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux, etc. Enfin, moi, par exemple, je me préoccupe en ce moment de la Cinémathèque de Toulouse. Et c'est vrai que les élus de la région, du conseil général et de la ville, qui sont de tendances tous différentes, sont quand même très très préoccupés par ces cinémathèques et s'en occupent et ils sont vigilants, quoi. Et donc on peut leur poser des questions et ils vont réfléchir et donc c'est pas que c'est vrai qu'à partir on parlait de diffusion tout à l'heure, c'est vrai que parfois les leviers sont aussi pas nationaux mais sont locaux, donc je crois que ça serait bien que ce document soit lu aussi par des conseils généraux, des conseils régionaux, etc., les communautés de communes, fait des responsables de structures locales qui parfois ont en particulier sur les transports d'ailleurs, les conseils généraux, c'est extrêmement important. Voilà. Mais Fabienne Pascaud, notre directrice de la rédaction qui a imaginé ces états généreux, a invité
En tout cas, la semaine dernière à Lyon, Fabienne, vous aviez invité les élus, mais je crois qu'on ne les a pas vus. J'en profite, oui, pour vous dire quelques mots. Oui, effectivement, les élus, on les avait invités à Lyon, ils ne se sont pas déplacés. C'était le symptôme à Lyon de, finalement, un désintérêt du politique. Hein. C'est ce qu'on sent tous. À Marseille, nous n'avons pas souhaité les faire venir parce qu'on savait que c'était un petit peu compliqué, et c'est pas le but. Je prends la parole aussi pour répondre au directeur du lycée Charles Péguy. C'est pas le but de ces états généreux de faire la politique culturelle à la place du ministre. C'est pas les états généraux, c'est les états généreux. Donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a une quantité d'initiatives qui se font formidables dans nos régions. Et ce qu'il faut, c'est globaliser, les faire monter, ces initiatives, afin d'éviter la déploration, comme le disait Madame. C'est ça le principe des États généreux, que je n'ai peut-être pas assez bien expliqué ce matin. C'est on se plaint toujours. Or, il se passe des tas de choses en France, des tas de choses miraculeuses, formidables, des tas d'initiatives, des tas d'expériences, des tas d'aventures. Et ce que souhaite Télérama, c'est faire monter au niveau national toutes ces initiatives le mieux possible et avec le plus d'intelligence et de générosité possible de la part de Télérama. Mais Télérama n'est qu'un passeur de vos initiatives. Encore une fois, on ne va pas penser la politique à la place de ceux qui devraient le faire. On va juste les aider avec quelques points de vue. Et il n'est pas question non plus de donner ce rapport aux collectivités locales. Non, on veut juste donner quelques idées, modestement, humblement, à nos politiques et aux candidats au présidentiel. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place, il faut que chacun ait la mesure de son rôle. Et Télérama, là, on a recueilli, grâce à vous, moi j'étais dans la salle toute la journée, et on a recueilli quantité d'idées qui étaient passionnantes, quantité d'initiatives, mais ça ne suffit pas à faire une politique générale d'un État. On n'a pas cette ambition-là. On essaye de transmettre ce qu'on peut. Et on a choisi Marseille aussi parce qu'il se passe des tas de choses à Marseille. Marseille, c'est une ville qui fait parfois un peu peur, vue de Paris, parce que c'est foisonnant, parce que les débats sont contradictoires, parce qu'on sent que la population peut être à vif parfois, parce qu'on sent qu'elle est... Enfin, c'est l'impression qu'on peut en avoir, hein, très, très mobilisée, très prête à parler, et c'est ça aussi qu'on a voulu faire, parce que ce qui nous a semblé très, très passionnant aussi ici, c'est que les artistes travaillent en réseau, ils travaillent ensemble, peut-être parce qu'ils manquent de moyens, peut-être, mais ils ont appris la mutualisation. On s'en rend compte quand on voit ce qui se passe au Mucem, avec la Criée, avec quantité d'autres théâtres, avec le gymnase, et c'est ça qui est formidable. Et je vois que ça fait rire certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et je trouve que cette mutualisation à l'heure d'aujourd'hui, elle est passionnante. Donc c'est aussi pour ça qu'on est venu. Et je vous passe la parole peut-être encore pour une question, mais je voulais Madame, vous remercier donc tous d'être là et puis vous inviter à un pot qu'on fait juste après le débat. Donc encore une question. Et oui, puis, je voudrais dire deux, trois choses. D'abord, cette remontée que vous allez faire, il ne faut pas non plus qu'elle donne l'impression que tout va bien, parce que dans ce que vous dites, on dirait qu'on a tout inventé, ce qui n'est pas le cas. Mais je voudrais dire, moi je suis dans une association qui s'appelle le GRET, Groupe de recherche et d'expérimentation théâtre et éducation. Nous travaillons depuis 30 ans avec les artistes sur le spectacle vivant. Je voudrais mettre un bémol à tout ce qui est dit, c'est qu'en 30 ans, l'idéologie s'est modifiée, puisque maintenant on sait que travailler à l'école avec des artistes est très important. Donc ça, on a gagné sur le plan idéologique. Mais en ce qui concerne les structures, parce que M. Guénigan dit travailler avec l'école, mais il faut travailler avec les structures culturelles, artistiques. Or, même les gens que vous avez invités, et surtout à Marseille, quand vous parlez du théâtre, les théâtres nets, etc., ce sont des gens qui n'investissent pas du tout dans l'éducation.
Et ça, il faut le dire, ils n'investissent absolument pas, il n'y a pas de projet, il n'y a rien de tout concernant cela. Et en plus, quand vous discutez avec eux, parce que nous, on est capable de faire des projets avec eux, ils nous disent il faut que ce soit les mécènes qui payent, ça, c'est aux parents à payer, nous, on ne peut pas intervenir. Donc la culture ici et les artistes, que ce soit Madame Malkaïev qui était là tout à l'heure, je suis un peu émue parce que je trouve que les grandes structures ici ne font aucun effort par rapport à une éducation artistique de qualité pour nos jeunes avec les écoles. Il y a un partenariat qui existe depuis 30 ans. Je peux vous assurer, et j'ai des archives, je peux travailler avec vous, j'ai beaucoup de choses, des projets qui ont été expérimentés. Il n'y a pas de la part de la culture, de certaines structures de spectacle vivant, suffisamment d'engagement. Et quand M. Guédigan parle de l'éducation nationale, il faut que ce soit aussi tous les membres culturels qui sont subventionnés aussi, qui doivent s'engager au fond dans la réflexion, mais aussi dans l'action. Vous avez tout à fait raison. Vous auriez dû dire ça à Masha Makeyev tout à l'heure. Moi, je pense qu'elle fait, à mon niveau, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup, mais je ne sais pas autant que vous ce qu'elle peut faire à la criée. Mais ce que je redis, la philosophie de ces États généraux, c'est d'arrêter la déploration qui ne sert à rien, qui ne fera pas avancer les choses, mais au contraire de voir ce qu'on peut faire tous ensemble de positif et, comme le petit pousset, de pousser notre chemin avec des petites pierres et en les faisant monter le plus possible. Mais arrêtons de nous plaindre. On a aussi le réseau culturel le meilleur au monde. Il se passe des tas de choses en France. Et donc l'idée de Télérama, c'est de faire, encore une fois, monter tout ce que vous inventez au niveau le plus haut. Et encore une fois, non, là c'était la dernière question, je suis désolée. Donc je vous invite tous à aller boire un verre avec nous pour vous remercier de votre participation. Je l'avais levé depuis un moment, ouais.